Bonjour à tous, donc Abdel Jami, commercial au sein d'Ivanti. Merci à tous de suivre ce webinaire de ce jour. Tout d'abord, bonne année à tous, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, en espérant qu'Ivanti puisse vous accompagner sur des nouveaux projets et répondre à toutes vos problématiques et, pour l'année 2020. Donc on va faire une présentation, moi je vais commencer par une présentation, un overview assez rapide, et on va ensuite, je vais passer la main à Eric pour qu'il puisse vous faire une petite explication sur la fin du support Windows 7 et ensuite voir comment on peut établir une stratégie là-dessus. Très bien, bah écoutez, on va y aller. Donc, Abdel. Rapidement, donc Ivanti, c'est une entreprise américaine qui a été créée en 1985, dont le siège est basé à Salt Lake City aux États-Unis. Donc c'est à peu près 1900 salariés à travers le monde. Ça, c'était les derniers chiffres. Je pense que ça a légèrement, voire un peu augmenté. Donc c'est un groupe, une entreprise internationale, donc ce qui lui confère une certaine réactivité et beaucoup de points forts, puisqu'on a énormément de clients qui sont multisites. Et justement, ce côté international d'Ivanti fait qu'aujourd'hui, on peut répondre assez rapidement et être proactif sur leurs problématiques. Donc c'est aussi plus de 27 000 clients à travers le monde et plus de 50 millions d'endpoints qui sont gérés. 27 000 clients, donc voilà, une belle success story. Donc ça représente à peu près 10 acquisitions depuis 2012. Je vais, dans le slide suivant, je vais vous expliquer un peu l'ADN d'Ivanti, pourquoi ça s'appelle Ivanti, et vous verrez qu'en fait, la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas forcément Ivanti, vous connaissez peut-être d'autres grosses structures qui font partie de la société, notamment Landesk par exemple. La genèse d'Ivanti date de 2017, donc assez récente, mais finalement, on reste parmi, entre guillemets, les poids lourds de l'industrie du software IT. Donc, qu'est-ce que c'est Ivanti? Donc, c'est la fusion de différentes sociétés, qui date de 2017, mais les sociétés qui la composent, notamment Landesk Software, qui a été créé en 1985, donc voilà, c'est pas une création de quelques années, c'est vraiment plus d'une vingtaine d'années. Donc ce sont des milliers de clients à travers le monde et des millions d'agents qui ont été déployés à travers la technologie Landesk. Donc c'est pas que Landesk, hein, c'est aussi HIT Software, donc pareil, qui est un poids lourd de l'industrie de l'ITSM. Ivanti, c'est aussi un portfolio puissant, d'accord, puisque au-delà de Landesk et HIT Software, vous avez 8 autres acquisitions. J'ai dit tout à l'heure, il y en avait 10, mais je vous ai parlé de Landesk et de HIT Software. Donc les 8 autres acquisitions, c'est notamment Shavlik, donc société mère, qui est dédié au patch management, qui est leader dans le monde du patch, et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises du CAC 40 utilisent cette solution-là au niveau du marché français, mais au niveau aussi mondial. Vous avez aussi Ascent pour la partie de gestion des utilisateurs. Donc l'objectif, c'est de proposer une offre unifiée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle souvent de Unified IT. Vous avez sûrement dû l'entendre dans d'autres webinaires auparavant ou dans des différentes présentations qu'on a pu vous envoyer. Cette IT unifiée, en fait, c'est surtout pour pouvoir proposer des technologies en fait qu'on a consolidées à travers notre ADN. Je peux revenir sur ça, pardon, juste pour terminer là-dessus sur l'ADN Ivanti. Merci Eric. Donc en fait, c'est toutes les technologies qui sont consolidées et qui vont permettre d'interconnecter nos solutions entre elles. D'ailleurs, le point fort d'Ivanti, au-delà de la puissance de nos offres et de leur efficacité, c'est surtout de démontrer qu'on a un focus utilisateur et que c'est pour nous la clé du succès. Donc, au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc il y a essentiellement 5 piliers. Donc ça pareil, je pense que vous avez vu pour ceux et celles qui ont assisté au webinaire précédent. Ce sont 5 piliers fondamentaux pour nous. Donc le premier pilier, l'operational security, donc c'est notre offre de sécurité, c'est la solution notamment de patch management, qui est mondialement connue. C'est aussi la gestion des droits, comment protéger les systèmes d'information, la gestion de ces privilèges-là, et aussi de pallier à toutes les tâches chronophages sur la partie patch par exemple. Le deuxième pilier en orange, c'est l'Unified Endpoint Management, la gestion du endpoint, donc pilier historique qui est dédié à l'inventaire, donc la prise de main à distance, la télédistribution, la gestion des profils utilisateurs, et qui va aussi aider à la migration de REST. Le troisième pilier, c'est l'IT Asset Management. Donc là, c'est plutôt la gestion des assets, donc leur cycle de vie, l'optimisation des licences. C'est aussi pour voir
Ben non, Aline nous a dit qu'on dit. Bonjour, je crois on a été coupé au niveau de l'audio. Normalement, ouais, ok, c'est bon. Donc, c'est reparti. Abdel, tu peux y retourner. Désolé, encore. Je vais reprendre. Le troisième pilier, donc, c'est la gestion aussi pouvoir aussi anticiper les audits et la gestion du lifecycle management. L'avant-dernier pilier, donc le service management, justement à l'acquisition de on a aussi fait évoluer, c'est la gestion du ticketing, du self-service, la gestion proactive des incidents, de leur suivi. L'objectif principal, encore une fois, c'est de pouvoir gagner du temps, de pouvoir résoudre les tickets assez rapidement, de ceux qui sont ouverts, bien sûr, de peut-être aussi les orienter vers d'autres collaborateurs. Encore une fois, c'est gagner du temps, la gestion du temps plus. Le dernier pilier pour parler de l'identité, la gestion de collaborateurs. Interne ou externe, vous faites appel à des consultants, vous avez besoin d'être intégré rapidement. On est là pour répondre à ça, de ne pas perdre de temps. Si vous faites appel à un consultant externe, forcément vous payez. Et forcément, le temps perdu, c'est l'argent qui est perdu. Donc l'objectif, c'est vraiment d'optimiser tout ça. Mais bien sûr, comme je disais tout à l'heure, toutes nos solutions aujourd'hui sont interconnectées entre elles via différents outils comme automation, et on pourra parler dans un second temps sur les technologies cloud, justement qui permet d'avoir des dashboards en temps réel, de extraire les données les plus importantes. Eric, je te laisse attaquer la fois. Alors, avant d'attaquer la partie produit, quelques informations sur les prochains webinaires Ivanti. Donc, le 6 février, on a un webinaire sur les prédictions IT d'Ivanti pour 2020. Et on a également donc, les prochains rendez-vous Patch Tuesday, jeudi 16 janvier, jeudi 13 février et jeudi 12 mars. Vous retrouvez tout le programme des webinars sur notre site web à l'adresse suivante. OK, alors on va donc passer au sujet du jour, la fin de support Windows 7 et quelle est votre stratégie? Alors, en gros, il y a effectivement deux stratégies est possible. La première étant d'effectuer la migration vers Windows 10. Alors, c'est la solution qui est dans l'air du temps et ça reste le conseil d'Ivanti pour gérer cette problématique. Mais bien sûr, il est parfois nécessaire de pouvoir quand même continuer à supporter Windows 7 et on va voir quelles sont conséquences et quels sont les conseils d'Ivanti à ce sujet et surtout comment est-ce qu'on peut vous aider à continuer à supporter Windows 7 dans de bonnes conditions de sécurité. En général, on a un petit peu des deux. Si on prend un petit peu les chiffres qu'on va regarder ensemble, on va voir que pas mal de nos clients sont passés à Windows 10, mais il reste quand même beaucoup de Windows 7 en question. Donc, on va commencer par la première stratégie, effectuer la migration vers Windows 10 et on va voir comment Ivanti peut. Alors, je vous disais qu'on allait voir ensemble les chiffres. Alors, on a les chiffres d'août 2019, ça a encore un petit peu baissé, mais on voit que Windows 7 est tombé sous les 30% d'OS déployés pour les PC, les postes de travail, plus exactement. Donc, puisqu'on a quand même une dizaine de pourcents qui sont sur Mac, un tout petit peu de Linux, essentiellement du Windows. Et parmi ces Windows 10 à déployer, on a du Windows 8 et du Windows 8.1 qui ont une toute petite part. Et on voit qu'on a quand même encore 30% de Windows 7. Alors, je crois que c'est tombé à 25% aujourd'hui, mais ça reste quand même un quart des PC mondiaux qui sont sous Windows 7.
On voit qu'il nous reste quand même encore un petit peu du Windows XP, mais ça se fait quand même de plus en plus rare. On a même pas mal de clients, parmi certains d'ailleurs qui sont connectés. J'ai vu des noms de personnes qui viennent juste de faire leur migration de Windows XP vers Windows 7. Bon, en principe, il faudrait quand même envisager la migration Windows 10 pour plein de raisons. On va voir ensemble. Alors, Windows, c'est bien, mais quelle version finalement? Puisque Windows 10 est un système Windows as a Service avec un cycle de vie qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les versions de Windows. Et on a déjà, vous savez que Windows 7 est encore sous support hein, jusqu'au 14 janvier, mais il y a déjà pas mal de versions de Windows 10 qui ne sont plus sous support. On regarde ça, on fait toujours le résumé de ça à chaque Patch Tuesday. Hein, mais on a des versions de Windows 10 qui sont support depuis bien longtemps, c'est-à-dire que ces versions ne sont plus censées recevoir de mise à jour et en particulier plus de mise à jour de sécurité. Alors, on ne fait pas un webinaire sur le cycle de vie de Windows 10. On a déjà eu l'occasion d'en parler et on en reparlera de toute façon. Sachez que de toute façon, les solutions Ivanti, en particulier les solutions de patch management, sont tout à fait capable de vous accompagner autour de la gestion du cycle de vie de Windows 10. Pourquoi migrer? Donc là, on a une étude Spiceworks qui nous donne un certain nombre de bonnes raisons de migrer vers Windows 10 pour gagner en performance et en stabilité, pour pallier à des produits en fin de vie. Donc là, c'est vraiment bien le cas puisque Windows 7 sort de support, mais également pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Il y a de vrais avantages technologiques, techniques à passer. Un système qui est effectivement qui est plus riche en fonctionnalités, mais également des périphériques différents avec des écrans, par exemple, des écrans tactiles qui sont beaucoup mieux pris en charge par Windows 10. Une amélioration de la sécurité intrinsèque du système, hein, puisque Windows 10 a quand même porter un certain nombre d'améliorations sur la sécurité, mais également les utilisateurs qui sont souvent demandeurs de passer à des versions récentes de leur environnement de travail pour pouvoir avoir quelque chose qui soit similaire à ce qu'ils ont à la maison, par exemple. Et puis, il y a certains logiciels maintenant qui sont développés clairement pour Windows 10, en particulier certains logiciels qui ne fonctionnent plus en mode bureau, mais qui fonctionnent vraiment comme des applications plein écran. Vous savez, il y a ce fameux mode tablette. On a de plus en plus d'applications comme ça. Donc, il y a quand même un certain nombre de raisons à migrer. Ça n'est pas que la volonté de Microsoft. Disons qu'il y a du bon dans la migration. Les fonctionnalités attendues, effectivement, pour Windows 10, on en a également dans cette étude un certain nombre qui sont remontés. Je vous laisse les regarder. On notera la meilleure intégration à Azure qui aujourd'hui est aussi très stratégique pour Microsoft. L'optimisation du tactile, j'en ai parlé, tout ce qui est recherche, le cycle de mise à jour plus rapide, l'amélioration de la sécurité, etc., etc. Quels sont les freins à la migration Windows 10? Un certain nombre de problématiques, de temps requis par les processus de mise à jour. Comment justement gérer les mises à jour? Windows 10 a aussi montré certains bugs par le passé. Ça demande du temps, ça demande des ressources. Certaines applications et certains supports ne le supportent pas forcément, etc. Il y a aussi une problématique par rapport à la façon dont Microsoft traite les données privées sur l'utilisation du PC en général. Et ça, donc ça peut effectivement être un point négatif, un frein à l'adoption de Windows 10. Contraintes budgétaires, coûts, est-ce qu'on a bien les licences, etc. Tout ça, ça peut être des freins à Windows 10. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de nos clients n'ont pas du tout ou pas complètement effectué leur migration à Windows 10 et donc doivent continuer à supporter Windows 7. On verra ça dans la deuxième partie. Quels sont les besoins Ivanti à identifier autour de la migration? Eh bien, commencez déjà avec une solution de découverte efficace à découvrir quelles machines sont existantes, lesquelles sont migrables. On a également
une partie importante qui est la compatibilité des applications. Alors, c'est un sujet qui est beaucoup moins important que lors de la migration de XP vers Windows 7, puisqu'on a ici, on n'aura pas de saut technologique aussi important sur le cœur de l'OS lui-même et la manière dont les applications sont autorisées à accéder au système. Donc, normalement, les applications Windows 7 sont toutes plus ou moins compatibles avec Windows 10, sauf effectivement peut-être certaines applications comme des antivirus, comme des applications qui ont un accès au matériel un petit peu spécifique, qui vont effectivement ne pas être supportées. On pense également à des outils de prise de contrôle à distance. Par exemple, c'est le cas de la prise de contrôle Ivanti. Dans d'anciennes versions d'EPM, on n'a pas la possibilité de prendre la main sur des versions de Windows 10 et c'est pour cette raison qu'il faut faire également évoluer vos solutions Ivanti. C'est quelque chose à garder en tête quand même, la compatibilité des applications. Également capturer et importer le profil utilisateur. Alors on va reparler du profil, le profil, les données, toute la configuration, l'ADN, l'expérience de l'utilisateur. Mais également donc, les données en elles-mêmes, les données en tant que données pures, simplement les documents de travail de l'utilisateur. J'ai parlé aussi des licences. Quel est le modèle de licensing que vous devez utiliser pour adopter Windows 10 au niveau de votre organisation? Le budget pour la migration. Est-ce que ça vous coûte réellement? Est-ce que vous devez engager du personnel supplémentaire? Est-ce que vous devez vous former à des techniques nouvelles? Donc tout ça sont les besoins à identifier. Alors, la migration Windows 10 aujourd'hui, tout à l'heure Abdel vous a présenté les différents piliers d'Ivanti. La migration Windows 10, elle est prise en charge par un pilier qui est le pilier Unified Endpoint Management. On va voir à quoi ça correspond en termes de produits et de techniques. Aujourd'hui, l'aide à la migration effectuée par Ivanti s'architecture autour de 3 produits principaux. Donc, vous avez pour la migration de l'OS, la migration des drivers et la migration des applications, Endpoint Manager. Donc, Endpoint Manager, on est sur de la technologie historique Lamdesk. Ça vous assure vraiment cette partie OS, cette partie application et la compatibilité avec le matériel. Tout est intégré dans Endpoint Manager pour accéder à ces 3 thématiques-là. Sur la partie capture des profils et sauvegarde des fichiers, on a également 2 produits Ivanti qui peuvent intervenir. Environnement Manager, où là on a de la technologie Absence, mais également File Director pour la partie plus fichier qui est également issue de la technologie Absence. On a toujours, pendant toute la durée du cycle de migration, la solution de BI dédiée aux applications Ivanti Extraction qui vous fournit la visibilité sur le déroulement de la migration. On va voir un petit peu tout ça en détail. Les apports fonctionnels, c'est donc Endpoint Manager, les nouveaux logos qui correspondent à chaque solution. Donc EP, c'est Endpoint Manager. On va commencer par vous apporter la brique de découverte des périphériques. Environnement Manager va faire la récupération de l'environnement utilisateur final en temps réel avec différentes technologies ou différents niveaux à ce niveau-là. Endpoint Manager va faire le déploiement d'OS. Pendant ce temps-là, Extraction va vous permettre de faire l'aide à la décision sur quelle machine peut migrer, etc. Endpoint Manager, à travers son module Data Analytics, va vous permettre, par exemple, aussi d'importer les garanties pour connaître les dates de fin de garantie de chaque poste de travail, etc. File Director, pendant la migration, la synchronisation des données en temps réel, forcer les règles de synchronisation via ADMX, c'est-à-dire soit via GPO, soit éventuellement via Environnement Manager. Et puis donc, on a les connecteurs on-premise sur Google Drive et OneDrive qui sont également intégrés dans File Director. Donc voilà un petit peu tous les apports fonctionnels des outils Ivanti pour vous aider à la migration Windows 10. Alors je vais vous faire un rappel sur ces différentes technologies. On va parler d'Endpoint Manager rapidement. Donc, Endpoint Manager, acronyme EPM, donc son logo c'est EP. Voilà, donc ça, ce sont des choix qui sont peut-être discutables, mais qui sont tels qu'ils sont.
EPM, pour rappel, va vous permettre la découverte et l'inventaire, la télédistribution d'applications, le provisioning d'OS, c'est-à-dire l'installation d'OS et la migration d'OS en tant que telle, le reporting sur toutes ces actions-là, la partie remote control à distance qui va vous permettre de supporter la migration en prenant la main à distance. Je vous rappelle que la migration la prise de contrôle à distance peut intervenir à chaque moment de la migration, y compris pendant l'installation de l'OS maintenant, avec donc les dernières fonctionnalités intégrées d'EPM. La gestion de l'énergie, c'est-à-dire la possibilité d'arrêter, d'éteindre à distance les systèmes, par exemple, pour les migrer. Et EPM permet également de faire de la gestion de la mobilité. Alors, la gestion de la mobilité et également de la gestion moderne, puisque ce sont deux choses qui fusionnent, puisqu'aujourd'hui, un poste Windows peut être géré via un MDM exactement comme un smartphone ou une tablette iOS ou Android. Donc voilà un petit peu les différentes fonctionnalités d'EPM qui fonctionnent grâce à une architecture simple et unifiée, un seul serveur capable de gérer des milliers de postes, que ces postes d'ailleurs soient sur un réseau local ou dispatchés sur des sites distants, éventuellement même sur Internet avec ce qu'on appelle la CSA, qui est un élément d'infrastructure qui va permettre d'assurer la communication entre l'agent et votre core serveur qui lui se trouve à l'intérieur de votre réseau. Pas vraiment le sujet, mais n'oubliez pas que ça existe. EPM découvre et gère 100% de vos périphériques, pas seulement les PC, mais tout ce qui est finalement connecté à votre réseau va pouvoir être inventorié par EPM. Donc la découverte et l'inventaire, c'est important pour sécuriser votre parc. Vous devez savoir ce que vous avez. Hein, donc, la connaissance est importante, à la fois d'un point de vue matériel, mais également d'un point de vue logiciel. Et EPM vous apporte un premier niveau de software asset management. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, Ivanti peut vous accompagner à travers d'autres piliers sur du SAM un petit peu plus avancé, mais EPM fait déjà pas mal la partie gestion des licences. Donc, ça va vous permettre une simplification de la visibilité, soit à travers sa console d'administration, soit à travers la console Extraction, qui est une console web qui vous permet d'avoir des dashboards temps réel sur l'ensemble de votre parc. Et donc, ensuite, vous lancez dans la migration. Donc, on va créer un template de migration que vous allez gérer de bout en bout pour effectuer votre migration. On va aller de la préinstallation de l'OS à l'installation de l'OS, la post-installation et la configuration. Alors, tout ça, ça pourrait sembler bateau, mais ce sont réellement les cinq composants principaux d'un template, d'un modèle de migration Windows 10 intégré en EPM avec toutes ces parties-là. EPM va être la solution centrale qui va piloter votre migration de bout en bout, y compris si vous y adjoignez les solutions File Director et Environment Manager dont on a parlé, mais qui peuvent aussi, ces fonctionnalités-là couvertes par ces deux produits supplémentaires, être couvertes par d'autres technologies. Hein. Chez Ivanti, vous pouvez parfaitement jouer complètement la carte Ivanti ou bien vous intégrer dans vos solutions existantes. Mais n'oubliez pas, grâce au template du système provisioning, vous allez ajuster votre template comme du Lego et spécifier donc votre couche OS, votre couche socle applicatif commune et éventuellement créer des socles différents pour vos différents métiers, mais avoir en fait finalement un seul template et un seul master. Donc simplifier grandement tous les process autour du déploiement. Je rappelle que EPM s'intègre autour des technologies Ivanti éprouvées, et en particulier les technologies de distribution Landesk, que sont le proxy PXE, le peer download, le multicast ciblé, le système des serveurs préférés, mais également la gestion dynamique de la bande passante. Ce sont vraiment des technologies éprouvées qui fonctionnent depuis des lustres chez Ivanti et avant chez Landesk, mais qui sont bien sûr améliorées au fil du temps. La partie Hardware Independent Imaging qui vous permet de créer un master unique en maintenant automatiquement une base de données des drivers en fonction des modèles de poste que vous avez. Donc, créer une seule image est toujours possible. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, Microsoft, comme Apple d'ailleurs,
ont tendance à dire on ne va plus faire d'image vraiment. De toute façon, tous les socles vont être identiques et on va rajouter des packages qui correspondent aux différents métiers que vous avez et des packages qui correspondent également aux différents matériels que vous avez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps chez Ivanti. On intègre donc un outil de migration de profil, donc soit l'outil de Microsoft, tout simplement USMT, soit environnement manager, policy, soit environnement manager complet, qui est la solution qui nous vient d'Absence. Également, mapper les applications et les machines pour la migration. Donc, mapper les applications et les machines, c'est une fonctionnalité native de PM qui n'est pas forcément toujours connue, mais sachez que vous pouvez définir un certain nombre d'applications mappées. Donc, je vous donne un exemple. Si une machine avait un Adobe Acrobat version 11, quand elle était sous Windows 7, eh bien, on va automatiquement réinstaller la dernière version d'Adobe Document Center sur la machine cible sous Windows 10. On va pouvoir mapper l'ancienne version avec la nouvelle. De cette façon, comment ça va fonctionner en fait? EPM va regarder au niveau de l'inventaire qu'est-ce qui était installé sur l'ancienne machine, définir la liste des packages qui doivent être installés sur la nouvelle. Alors, ça peut être à l'occasion d'ailleurs d'un changement de machine, on va pouvoir mapper une ancienne machine avec une nouvelle machine, ou ça peut être aussi du changement d'OS sur la même machine. Donc, tout est intégré et automatisé à ce niveau-là. EPM effectue également la gestion des correctifs, le patch management, multi-OS, multi-éditeur. Donc, bien sûr, je ne vais pas m'appesantir sur ça aujourd'hui, ça n'est pas le sujet. Je vous rappelle qu'on a notre webinaire Patch Tuesday la semaine prochaine et les mois traiter ce sujet en profondeur. Mais donc, le patch management, c'est vraiment un des métiers sur lequel Ivanti est leader. Et donc, voilà, donc on va récupérer les définitions chez tous les éditeurs, les patchs également. Et donc, les patchs et les définitions et les patchs vont intégrer votre serveur EPM et scanner les différents endpoints qui sont connectés à votre réseau ou alors via la CSA également. Environnement manager, donc je passe à la partie qui va vous permettre de gérer l'ADN de l'utilisateur, c'est-à-dire vraiment le profil, vous permettre entre autres d'éliminer les login scripts, mettre fin au cauchemar des GPO, c'est-à-dire que EM, Environnement Manager, est réellement une alternative importante pour la gestion finalement de la configuration finale de l'environnement d'utilisateur. Également, redonner un semblant de profil itinérant, puisque Environnement Manager a également une fonctionnalité qui vous permet de faire passer l'environnement de l'utilisateur d'un environnement à un autre, d'un PC Windows 7 à un PC Windows 10. Ça peut être d'un PC Windows 7 à un bureau Citrix, par exemple, à un bureau Terminal Server, à une VDI également. L'intérêt d'EM là-dessus, c'est que ça va vous faire une sorte de système de profil itinérant complètement multiplateforme. Du moment qu'on a du Windows, l'utilisateur va retrouver toute son expérience, tout son environnement, tous ses documents également, si on le souhaite. Bien sûr, le sujet migration Windows 10 est au cœur des fonctionnalités d'environnement manager. Et ça va vous permettre également d'accélérer les temps de logon. Pourquoi? Parce qu'en éliminant les GPO et en simplifiant la configuration de l'environnement de travail qui est effectué éventuellement par les logins, vous allez vraiment pouvoir accélérer le temps de logon. Parce que vous savez que les GPO s'exécutent de façon séquentielle, alors que Environnement Manager est capable d'appliquer les configurations en parallèle et donc de gagner, de profiter des fonctionnalités multi-trading des PC qui sont de plus en plus puissants et donc d'accélérer de façon vraiment sensible le temps de login sur ces machines. Alors, bien sûr, accélérateur de succès, la migration de Windows, migration vers Windows 10, le remplacement de poste, la virtualisation du poste de travail, l'évolution de l'environnement, l'optimisation de la performance et la sécurisation sont tous des thèmes qui sont traités par Ivanti Application Management. Environnement Manager, pardon. Environnement Manager fonctionne grâce à des triggers qui ne sont pas seulement le login et le logout ou le startup et le shutdown du poste, comme ça peut être le cas pour les GPO. Des triggers qui vont lancer des actions et des conditions. Donc, on va pouvoir créer une politique qui va être globale et qui va s'adapter
euh, aux besoins de l'utilisateur. Donc la console est une console Windows vraiment intuitive qui vous permet de créer vos stratégies de façon simple, de façon vraiment graphique, sans avoir besoin d'aucune connaissance en termes de scripting, et pouvoir créer une sorte de bibliothèque d'éléments que vous allez réutiliser dans vos politiques, gérer les versions, gérer l'historique, gérer l'audit, etc., de tous les changements sur la configuration de l'environnement utilisateur. J'ai parlé de trigger. On n'est pas seulement sur le startup shutdown, login, logout, mais également la possibilité d'effectuer des actions quand le réseau devient disponible. Également la possibilité de lancer des actions lorsqu'un process est lancé. Donc, typiquement, un cas d'usage, ça va être une application a besoin d'un VPN. Eh bien, on va lancer le VPN automatiquement dès que l'application va être demandée par l'utilisateur. Ou bien une application conception graphique est souvent l'utilisateur d'une application de conception graphique a souvent besoin d'une imprimante particulière. On va mapper l'imprimante au moment du lancement de cette application, par exemple. Hein, donc, au niveau de l'ordinateur, au niveau du user, les triggers vont être utilisés. Il existe donc des actions prédéfinies, de nombreuses sont disponibles, mais vous pouvez toujours créer vos propres actions par scripting éventuellement, en personnalisant si jamais les actions disponibles ne sont pas suffisantes pour vos besoins. Et bien sûr, tout est contextuel. Vous pouvez tout conditionner à un contexte particulier. Hein, à l'exemple, si l'ordinateur est un laptop ou si on est dans une session Citrix, on aura un comportement différent. Si l'ordinateur se trouve dans le réseau de l'entreprise ou s'il est en situation de mobilité, on aura également un comportement qui va être différent. Bien sûr, on peut créer des conditions multiples avec des opérateurs logiques. Et on peut rajouter donc, toutes les conditions personnalisées qu'on souhaite. Grâce à Environnement, on va, pour rappel, effectuer la migration automatisée de l'environnement au niveau du profil et au niveau des données, si on le souhaite. Maintenant, on a un outil qui a été développé spécialement pour une sorte d'add-on à Environnement Manager qui a été développé spécifiquement pour la migration Windows 10, qui est gratuit, qui est disponible pour tous les utilisateurs qui ont Environnement Manager et Environnement Manager Policy, qui est une version un petit peu allégée. Et donc, dans les deux cas, on a la possibilité de bénéficier de ce pack de fonctionnalités supplémentaires qui sont dédiées à la migration Windows 10 et également à la récupération des paramètres d'un certain nombre d'applications qui vous donnent également des modèles pour effectuer des templates pour les applications métiers que vous pourriez avoir. Vous voyez ici, on a la liste de toutes les applications qui sont supportées dans ce cas-là. Donc là, c'est l'ensemble des fonctionnalités qui sont out of the box dans Windows 10 Migration Accelerator, qui est donc ce petit add-on gratuit à Environnement Manager. File Director maintenant. Donc là, on passe sur le traitement du fichier en lui-même, de la data. La gestion des données des utilisateurs peuvent être soit traitées dans le profil, mais parfois ça va peut-être constituer une quantité de données trop importante pour être simplement traitée par un outil de migration de profil. Le but est aussi de consolider. Donc les données qui sont sur les PC n'ont peut-être pas à y être. Il faudrait peut-être mieux les sauvegarder sur un serveur réseau, par exemple, ou sur un cloud quelconque. On a parlé de Google et de Microsoft tout à l'heure. Donc sachez que File Director a les connecteurs OneDrive et Google Drive. Ça va vous permettre en fait de synchroniser vraiment les fichiers, de les sauvegarder sur un espace de stockage, soit on-premise, soit cloud, c'est ce qu'on disait, et de vraiment optimiser justement la gestion de ces fichiers, synchroniser les données bloc à bloc, avoir la possibilité d'avoir des raccourcis vers les fichiers, mais pas les fichiers vraiment eux-mêmes. Ces fichiers seront téléchargés un petit peu à la demande. Donc, voilà, donc File Director peut vous permettre de répondre à ce type de problématique. Et je vous rappelle que ça fait également partie des technologies d'AppSense. Donc, on a une architecture supplémentaire à mettre en place, mais le but est vraiment d'améliorer le traitement des données de l'utilisateur sur leur PC, éventuellement aussi d'avoir la possibilité de
de récupérer ces données sur un mobile depuis Internet aussi. Donc, tout est envisageable grâce à cette solution. Voilà donc pour la première stratégie qui consistait à vous aider à migrer vers Windows 10. On va maintenant continuer de supporter Windows 7. Et donc Windows 7, effectivement, sort de support. Ça veut dire qu'à partir du 14 janvier, Microsoft ne sortira plus automatiquement les mises à jour pour Windows 7. Donc, Windows 7, d'ailleurs, c'est les versions correspondantes au niveau serveur, c'est-à-dire Windows Server 2008, qui d'ailleurs correspondait plutôt à Vista, 2008 R2, qui est vraiment la version serveur qui correspond à Windows 7, ne recevront plus les mises à jour, en particulier les mises à jour de sécurité. Donc, on passe en mode support étendu. Donc, la fin de vie est proche. J'ai préparé un petit agenda sur comment on peut vous aider justement à traiter ça, comment ça fonctionne de façon un petit peu plus précise. Et je vous ai mis ensemble un certain nombre de liens importants. On fera une petite session de questions-réponses à la fin. Donc, voilà un petit peu l'agenda. Donc, la fin de support Windows 7. Donc, je pense que vous avez, ça fait longtemps qu'on le rabâche aussi à chaque webinar Patch Tuesday. Et puis, bon, je pense que c'est effectivement une information qui a été suffisamment relayée. Microsoft nous prévient depuis longtemps. On n'a plus de support pour Microsoft. On n'a plus de mise à jour logicielle. Et ça c'est particulièrement important concernant la sécurité parce que vous avez vu encore l'année dernière, on a eu des attaques importantes et en particulier sur l'OS Windows 7 ou Server 2008, sur la faille BlueKeep, c'était vraiment cette plateforme-là que ça ciblait. Donc, il est important de réagir. C'est pour ça qu'on vous conseille de migrer, bien sûr, mais bien sûr, a quand même prévu le cas où vous ne pourriez pas migrer à Windows 10 à temps et donc vous propose le support étendu, ce qu'on appelle Extended Security Update. Donc c'est disponible à partir du Patch Tuesday de février, c'est-à-dire que finalement Microsoft va quand même sortir des mises à jour de sécurité en février pour Windows 7 et Server 2008, 2008 R2. Ça va être fait pendant 3 ans, mais bien sûr, c'est payant. $50, c'est le prix public par poste ou par serveur pour pouvoir bénéficier de ces mises à jour de sécurité. Après, voilà, pour la partie serveur, le licensing est un petit peu différent. On a les dates des différents ESU. Ça concerne pas, le ESU chez nous ne concerne pas seulement Windows 7 et Windows en général, mais également SQL Server, par exemple. Ici, les dates des différents ESU qui sont en cours chez Microsoft ou prêts d'être en cours. Alors, comment pouvons-nous vous aider à ça? Ivanti s'est engagé de par votre contrat, votre souscription Patch Management, à vous fournir les mises à jour publiques des OS qui sont sous support chez Microsoft. Donc, théoriquement, on ne supporte pas les OS qui sont en fin de vie. Maintenant, si vous souhaitez quand même continuer à patcher pour les patchs de sécurité Windows 7 et Windows 2008 Server, 2008 R2 Server, on vous propose ce qu'on appelle un contenu personnalisé qui va vous permettre de capitaliser sur votre système de patching en place. Si vous avez donc soit ISEC Patch, soit EPM plus Patch Manager, vous pourrez scanner et déployer ces patchs qui sont fournis par Microsoft de façon différenciée. Par contre, si vous êtes client EMSS, anciennement HIT, donc la solution de patch management de HIT, malheureusement, on ne pourra pas vous aider à continuer à passer ces patchs-là. Vous pourrez éventuellement le faire en créant des patchs vous-même, mais on n'automatisera pas cette partie. Ce contenu personnalisé nécessite un léger changement de téléchargement de contenu. Donc, c'est quelque chose à savoir. Vous savez que ce soit ISEC, anciennement patch pour Windows ou EPM patch, automatiquement, chaque nuit, par défaut, votre serveur va télécharger les nouvelles définitions. Donc, ces nouvelles définitions,
on va pouvoir en bénéficier si vous souscrivez d'une part au support étendu de Microsoft et d'autre part au support étendu d'Ivanti. Il va falloir donc effectivement ajouter des add-ons au niveau licence. Et on vous rappelle qu'il y a eu un précédent, hein, puisqu'on a déjà effectué la même chose pour Windows XP. Lorsque Windows XP et Windows Server 2003 sont sortis de support, Ivanti a fourni selon les mêmes principes le support étendu à ses clients. Encore plus simple pour cette fois, pour Windows 7 et Windows 2008, 2008 R2, puisque Microsoft a un petit peu changé sa façon de faire. Donc l'offre en détail, donc l'offre de support de contenu personnalisé d'Ivanti, donc ça fonctionne par année de souscription pour un nombre illimité de endpoints. Ça veut dire que quel que soit le nombre de postes que vous avez, la souscription sera la même. Vous pouvez acheter plusieurs années. Dans ce cas, vous multipliez simplement le nombre de postes par le nombre d'années que vous souhaitez souscrire. Vous pouvez souscrire de manière séparée Windows 7 et Windows Server 2008, 2008 R2. Hein, vous avez deux souscriptions différentes. Et si vous prenez les deux, il y a des remises pour vente combinée. Voilà. Donc, ce modèle de souscription, il est spécifique par rapport à ce que vous avez habituellement, puisque les frais d'abonnement couvrent une année complète à durée déterminée à compter de la date d'achat. Soit la date d'achat, vous devrez payer une année, l'année complète. Hein, donc vous recevrez des patchs à partir de février jusqu'à décembre alors les premiers patchs normalement seront disponibles en février, hein, puisque ceux de janvier normalement sont toujours le patch Tuesday de janvier, Windows 7 sera toujours sous support. Voilà, on ne peut pas non plus vous faire une souscription inférieure à une année. Au niveau légal, vous devrez signer un addendum au contrat de licence Ivanti. Pourquoi ? Parce qu'il y a un support spécial pour les produits spécifiques. Normalement, c'est quelque chose que Ivanti ne s'est pas engagé à couvrir, puisqu'on ne couvre pas en principe les produits qui sont end of life. Donc, il faudra vraiment signer pour les deux OS des accords spécifiques. Ça va valider que vous avez bien un contrat ESU avec Microsoft, c'est-à-dire qu'en signant l'addendum Ivanti, vous vous engagez à avoir aussi ce support. Mais sachez que de toute façon, Microsoft s'est protégé au point de vue technique. Donc, si vous n'avez pas souscrit auprès de Microsoft, vous pourrez télécharger les mises à jour, mais elles ne s'appliqueront pas sur les OS. Les OS les refuseront. Je vous en reparle un petit peu après. Et donc, ça spécifie qu'Ivanti procurera le contenu personnalisé, pas les patchs eux-mêmes, puisque les patchs, finalement, vont être disponibles en téléchargement public. Et ça, c'est un changement qui a été fait par rapport à ce qu'ils avaient fait, par exemple, pour XP 2003. Au niveau technique, comment ça se passe ? Pour les clients patch pour Windows, donc, il faut déjà commencer effectivement par une activation au niveau Microsoft. Donc, Mac ou bien Volume Activation Management Tool. Donc, une clé Mac va être nécessaire sur tous les OS. Donc, vous devrez appliquer une clé pour tous les OS. Si les machines sont connectées à Internet en activation directe, soit chez Microsoft, soit vous devrez mettre en place un VAMT qui est un outil qui est intégré dans le Windows Kit et qui vous permet de faire l'activation des postes qui sont sur votre réseau. On pourra également faire une activation par téléphone, j'ai entendu ça. C'est un petit peu comme l'activation Windows 7 initiale. Donc pour les clients Patch for Windows, ISEC Patch, vous devrez faire un changement de l'URL de téléchargement de contenu de façon unique. Et ensuite, automatiquement, vous recevrez les définitions et ça téléchargera automatiquement les patchs. Les mises à jour mensuelles binaires des patchs seront téléchargées depuis le site public de Microsoft, puisque finalement, ce sera bien un site public. Exactement comme c'est le cas pour toutes les autres mises à jour de Microsoft dans nos solutions. Et ensuite, vous continuerez à utiliser votre produit exactement comme vous aviez l'habitude de le faire au niveau du scan et de la remédiation. Pour EPM, EPM Patch, ça va être un petit peu différent. Ivanti va poster le contenu personnalisé chaque mois. Vous allez recevoir une notification. Vous devrez faire l'action de télécharger les custom definitions sous forme d'un fichier XML que vous devrez porter dans vos core serveurs
et ensuite, ça fonctionnera exactement comme vous avez l'habitude de le faire. Voilà un petit peu comment ça va se passer au niveau technique. Donc, je vous ai mis un certain nombre de liens utiles. Donc ça, on vous transférera de toute façon la présentation. Vous avez la partie ESU pour Windows 7, la partie ESU pour Windows 2008. Comment ça fonctionne sur la partie Microsoft? J'ai trouvé effectivement sur la communauté Microsoft un article qui explique vraiment bien comment ça fonctionne, quel que soit le cas de figure. C'est là que je vous ai parlé du VAMT, des postes connectés à Internet ou ceux qui ne le sont pas, etc. Et comment ça fonctionne sur la partie Ivanti. Et ça, de toute façon, si vous êtes intéressé, je vous engage à vous rapprocher de votre commercial qui vous expliquera et qui vous fera un devis. Voilà un petit peu, donc je pense peut-être que vous avez des questions. Alors, je vais voir si j'ai les questions. Alors non, pour l'instant, j'ai pas vu, je ne vois pas tellement de questions, peut-être dans le module questions-réponses. Alors, j'ai une question qui est comment les vulnérables sont-elles découvertes? Alors ça concerne vraiment la partie EPM, c'est ce que je disais. Donc, EPM va faire la découverte de toutes les machines qui sont sur votre réseau. Avec ou sans agent, on va pouvoir remonter les informations matérielles et logicielles dans une base de données que vous pourrez interroger depuis l'outil de rapport de la console d'administration, soit dans les dashboards prévus Extraction qui vous donneront justement la visibilité sur les machines migrables ou pas. Hein, donc, en fonction du volume d'espace disque disponible, de la mémoire, etc., vous aurez le processeur, etc., vous aurez un topo sur les machines qui sont capables de ou pas. Donc, je pense que j'ai déjà répondu à cette première question. Apparemment, ouais, le module questions-réponses a l'air d'être un petit peu capricieux. Bon, on n'a pas, du coup, ça va être la raison pour laquelle je n'ai pas de questions en fait. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent des questions, mais finalement, bon, écoutez, de toute façon, je ne vais pas inventer des questions parce que ça se fait dans certains webinaires, mais on préfère répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas, suite à ce webinaire, vous serez recontacté ou bien contactez-nous directement, contactez votre commercial Ivanti. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions ou éventuellement de rediriger l'équipe avant-vente si jamais les questions sont trop techniques. Et à ce moment-là. Ouais. Non, mais chacun son travail. Voilà, donc l'équipe commerciale se tient à votre disposition pour la partie commerciale si jamais vous êtes intéressé par les différents outils que j'ai présentés pour la migration Windows 10. Si vous êtes également intéressé par la partie support étendu à travers vos solutions de patch Ivanti, on reste également à votre disposition pour vous réexpliquer comment ça marche. Je vous souhaite encore une fois une excellente année. Et puis donc, je souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis donc à un prochain webinaire ou bien au téléphone ou pourquoi pas en rendez-vous. Au revoir. Au revoir.